Bonjour à tous et bienvenue dans Capsule. On se retrouve juste à côté de Namur Expo chez Formanam, une infrastructure d'accompagnement qui apporte une expertise en design pédagogique et en ingénierie de formation. Formanam propose aussi des événements qui font se rencontrer l'enseignement supérieur, le monde dans l'entreprise et aussi des organismes de formation. Aujourd'hui, ils nous proposent et ils nous partagent leur infrastructure et leur matériel pour tourner notre capsule. Alors Capsule, c'est quoi ? C'est un lieu inédit, 2 intervenants et une bombe pédagogique à débattre et à partager. Bonjour Laurent, bonjour Blaise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Formanam pour cette 4e capsule. Aujourd'hui, on tourne autour de la simulation en réalité virtuelle. Je vous invite parce que vous êtes des acteurs de terrain, mais aussi des formateurs. Je vous appelle un peu les explorateurs de la pédagogie aujourd'hui parce que vous allez venir avec quelque chose de tout à fait nouveau, avec votre expérience de simulation avec les étudiants, aussi avec des enseignants. Et je voulais, comme première question, vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer dans vos pratiques de la simulation en réalité virtuelle ? Alors, je commence. Donc voilà, moi je travaille dans un centre de simulation en santé, Namur Simulation, depuis des années. Et c'est vrai on propose à nos étudiants en formation de base, mais aussi en formation continue, différents types de simulations. Entre autres, la simulation écrite. Apprentissage par problème, on propose des simulations avec des mannequins moyenne et haute fidélité, de la simulation avec des patients standardisés, comme on dit, avec des vrais patients ou avec des acteurs ou des associations d'aînés. Et vu l'évolution de la simulation en santé, il nous semblait important de proposer à nos étudiants la réalité virtuelle. Alors, c'est chouette parce qu'en fait, là, je vois ici, ça répond à une attente, à un besoin aussi. Moi, c'était un peu pareil. Moi, c'est par rapport au contexte. Tu sais, en cours de géographie, on avait 50 minutes et puis on avait envie d'explorer le monde. Et c'était pas toujours possible en 50 minutes de se dire qu'on allait faire des choses qui se trouvaient très, très, très loin. Et la réalité virtuelle, en fait, ça s'est un peu imposé dans le sens où j'avais envie de faire voyager mes élèves. J'avais un casque de réalité virtuelle. Je me suis dit, ah ok, on peut se rendre dans des villes qui sont super éloignées. Ben go, allons-y. Et puis la curiosité, puis l'envie peut-être de tester, d'innover, en fait, a été là. Et là aussi, c'est quand on le fait, on voit que ça permet de travailler en fait des savoirs qui sont vraiment liés en fait à notre programme, mais aussi en fait développer une grande motivation, un engagement qui va être super important. Donc moi, c'était vraiment ici se dire, ok, je peux pas tous les mettre dans un avion pour aller à l'autre bout du monde. Par contre, je peux apporter l'autre bout du monde en fait dans ma classe. Donc concrètement, quand vous parlez de simulation, si je prends une photographie de vous dans une classe, qu'est-ce qui se passe avec les élèves ou les étudiants ? Pour le lier, en fait, par exemple, au thème sur l'immigration qu'on a en sciences sociales, on voit les choses d'un aspect très démographique. Donc, on étudie des statistiques, des chiffres pour pouvoir aller contre vérité. Il y a des élèves qui sont, par exemple, persuadés qu'il y a 8 millions d'étrangers en Belgique. Bon, après, les statistiques leur montrent qu'ils se trompent quand même pas mal. Mais pour ne pas rester, en fait, sur un être humain, en fait, une statistique, on décide en fait d'aller un cran plus loin et on a une activité en fait qui immerge par exemple dans la peau d'une personne qui traverse la Méditerranée avec des témoignages sur les lieux en fait de la traversée, et ça permet aussi en fait de comprendre le danger que on prend en voulant en fait opérer une telle traversée, chose qui aurait peut-être pas pu paraître aussi facilement si on avait juste regardé des documents, parce que là on ressent la sensation, on ressent l'émotion. Et moi, pratico-pratique, c'est vrai qu'on connaît notre horaire de simulation à l'avance. On est dans un local adapté à la simulation. Il y a tout d'abord un briefing qui se fait avec nos étudiants. Le briefing sert vraiment à s'assurer de la sécurité psychologique et on fait un petit rappel de l'objectif de la simulation. Il y a la simulation qui va durer toujours maximum 10 minutes et puis il va y avoir ce débriefing où c'est vraiment le lieu d'apprentissage
où on va essayer de comprendre aussi pourquoi la situation s'est bien réalisée ou parfois moins bien réalisée. Donc on n'est pas dans la pédagogie de l'erreur, on est dans une pédagogie de l'apprentissage. Et puis on termine par la synthèse. Donc qu'est-ce qu'ils ont appris lors de cette séance de simulation? Au niveau du contexte, l'étudiant, il vit quoi, par exemple, comme type de contexte, comme situation Ça peut être aussi bien des simulations plus techniques, comme la transfusion sanguine. Ça peut être des simulations pour détecter les signes de gravité sur telle pathologie. Mais on peut travailler aussi des simulations en communication sur l'agressivité des patients et des familles. On peut aller même plus loin, tout ce qui est éthique, tout ce qui est face à la relation face à la mort, face à l'euthanasie. Donc voilà, c'est très varié comme pédagogie. On sent donc qu'il y a des objectifs pédagogiques qui sont bien ciblés, autant pour toi, Laurent, dans l'enseignement secondaire et pour toi, Blaise, pour l'enseignement supérieur. Ces objectifs, donc, il y a une réflexion pédagogique derrière. Qu'est-ce que vous voyez comme plus-value au fait d'utiliser la simulation dans l'apprentissage, que ce soit autant avec des élèves qu'avec des étudiants? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Mais en termes d'objectifs, c'est vrai que en ce qui me concerne, ça a été difficile de trouver l'objectif pédagogique par rapport à cette simulation, puisque tout évolue très vite dans le domaine de la santé. Si je prends le lavage des mains, peut-être que dans 2 ans, on n'apprendra pas les mêmes pratiques à nos étudiants. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi un objectif pédagogique en lien avec les attentats, puisqu'on a été confronté au terrorisme en Europe et en Belgique. Et c'est un protocole, donc c'est l'application d'un protocole, le protocole MARCH, qui existe depuis des années, puisque c'est un protocole qui appartient à la médecine tactique, à la médecine de combat chez les militaires. Et donc, c'est un protocole qui ne va pas changer les prochaines années. Et donc, voilà, ça me paraissait important de choisir cet objectif. Donc, c'est un peu l'application d'une procédure, mais grâce à cette réalité virtuelle, on peut travailler d'autres objectifs. On travaille les objectifs techniques, mais on travaille beaucoup aussi les compétences non techniques, les compétences humaines. Alors, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de compétences sociales et humaines. Écoute, moi, Amélie, je t'avoue que ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que dans notre cours de sciences sociales, c'est aussi un des objectifs qu'on a. Je suis aussi totalement en accord avec toi de bien définir son objectif. Si on sort, en fait, cette technologie juste pour avoir un effet waouh, ça va prendre qu'un temps, et on passe vraiment à côté ici de ce qui est le plus important, c'est-à-dire permettre une progression des élèves, sortir la technologie parce qu'elle a du sens à ce moment-là. Et quand on parle ici d'exercer des savoirs qui sont propres à notre cours, ou aussi des compétences disciplinaires, ça s'y prête vraiment bien. Tu parles d'environnement sécurisé, du contexte dans lequel donc les élèves ou les étudiants vont apprendre. Est-ce qu'ils ne sont pas confrontés à des obstacles? C'est quand même assez particulier, cette idée de simulation dans une pratique, on les insécurise en fait peut-être. Est-ce que c'est si facile que ça pour eux de rentrer dans l'activité, ou au contraire vous les préparez? Enfin, je ne sais pas. On ne peut pas juste arriver avec tiens, tu mets un casque et vas-y, t'essayes, quoi. J'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe en amont avant de vraiment les intégrer. C'est vrai qu'en simulation, on dit toujours que les observateurs apprennent autant que les acteurs. Non, les études scientifiques montrent que c'est vraiment quand on joue la situation qu'on apprend le mieux. Et c'est vrai que pour la sécurité de nos étudiants, une structure de simulation va commencer par un pré-briefing. Donc, ils savent à l'avance vraiment l'objectif de la simulation. Il y a peut-être un rappel théorique qui va leur envoyer quelques jours ou quelques semaines avant la simulation pour qu'ils s'imprègnent bien de cet objectif. Et puis, on va toujours commencer la séance par un briefing. Et le briefing, c'est vraiment s'assurer de la sécurité psychologique de l'étudiant. Et donc, on a des techniques, des techniques pour essayer de renforcer cette sécurité. Mais devenir un acteur, ça reste toujours difficile pour l'étudiant. Et ça, je peux l'expliquer par différents facteurs.
Ouais, les mots vont être différents, mais on a la même démarche. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que même si on donne cours à des niveaux qui ne sont pas les mêmes, on adopte un chemin qui va sécuriser en fait l'élève, l'étudiant dans sa démarche. Moi, par exemple, tu parlais de briefing juste avant. Bah, nous, ça va déjà commencer en fait avant même qu'on sorte le matériel en disant bon. La semaine prochaine, en fait, on va faire une activité en réalité virtuelle. Préparez-y vous, ça fait un peu diminuer en fait cette notion d'excitation. Et puis alors après, il y a peut-être 1 heure qui va uniquement être consacrée en fait à la formation en fait à l'outil, pour qu'une fois en fait qu'on se lance dans l'activité en réalité virtuelle, on ne soit pas perdu avec l'outil technique, mais plutôt pouvoir se concentrer sur les consignes qu'on va exercer avec l'étudiant. Et ça va permettre justement ici en fait de sauter un pas. Je vais pas dire ici que c'est peut-être une étape un peu bac à sable, mais c'est un petit peu tout comme se dire ok, prenez d'abord en main l'outil, comme ça la prochaine fois on pourra uniquement se concentrer sur le pédagogique. Et moi ça va vraiment en fait crescendo. Par exemple cette année on a ici d'abord fait ça avec des étudiants qui étaient un petit peu qui vont être plus experts que d'autres, même si on va passer en fait par une grande formation en groupe, où cet étudiant on va le prendre par exemple sur une récréation, on va lui expliquer comment ça marche, comme ça on a même un relais en classe quand on va sortir tous les casques pour pouvoir s'assurer que tout va se faire en fait de manière le plus sécurisée possible et de manière sécurisante. Ça je trouve que c'est évidemment primordial, moi aussi. Alors à vous entendre, on se dit ouais, c'est super positif cette formation en simulation. Et ici dernièrement, des études ont montré et ont pu mesurer ces effets positifs, notamment sur l'ancrage didactique, l'apprentissage, qui était positif grâce à l'outil. Par contre, il y a quand même des effets qui sont plutôt négatifs, notamment le fait que les étudiants ou les élèves perdent complètement confiance en eux dans ce genre de situation, ou perdent une estime d'eux-mêmes aussi, cette capacité à pouvoir comprendre, réagir correctement. C'est aussi quelque chose que vous avez pu mesurer, vous, dans votre pratique, cette diminution de la confiance en soi, de l'estime de soi. Chez nous, c'est tout à fait clair. C'est une réflexion et ces dernières études nous questionnent énormément depuis quelque temps. C'est pourquoi la simulation, les étudiants aiment la pédagogie en termes pédagogiques, mais il y a toujours le problème de la confiance en soi, le jugement de l'autre, le regard de l'autre. Nous travaillons dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que nous, dans notre département, tout est pratiquement évalué. Toutes les unités d'enseignement sont évaluées. Ils ont 2300 heures de stage sur 4 blocs. Tous les stages sont évalués. Ils ont des rapports de stage évalués. À la limite, quand ils n'ont pas remis une convention de stage, ils sont pénalisés. Et puis, à un moment donné, ils viennent en simulation où on leur dit que voilà, c'est une pédagogie innovante, réflexive, où il n'y a pas de jugement. Donc, pour l'étudiant, je pense que c'est difficile de faire la part des choses entre M. Deguel, l'enseignant qui transmet son savoir et qui va évaluer, et puis, à un moment donné, qui devient un instructeur en simulation et qui devient ce qu'on appelle un facilitateur. Donc, pour l'étudiant, ça devient... c'est un peu compliqué. Oui, c'est effectivement les résultats qui ont été présentés ici à la dernière journée des enseignants-chercheurs en haute école. Ces effets négatifs sur l'identité professionnelle, sur le développement professionnel des jeunes. Donc ça nous interpelle quand même. Le fait que ça les mette en situation on va dire de perte de confiance, moi je pense que ça peut être positif d'une certaine manière. Positif dans le sens ici que si ça permet en tout cas une remise en question de l'étudiant ou de l'élève en comprenant en fait ce qu'il n'a peut-être pas acquis, ou en comprenant le chemin qui reste à faire, ben là finalement cette perte de confiance on la juge quand même ici beaucoup plus positive que si simplement on se disait ah ben voilà, au revoir, bonne journée à toi, t'as vécu l'expérience et puis on ne fait rien. Donc je rebondis aussi sur ce que tu disais, le débriefing qui va être après, la discussion qu'on va en faire pour évaluer ce qui aurait pu être amélioré va être tout aussi important. J'ai envie de te citer un exemple aussi pour montrer parfois cette perte de confiance et ces sentiments qui existent bien. Dans notre projet sur le harcèlement scolaire où on immerge en fait des étudiants à la place d'une personne harcelée, l'impact émotionnel il est bien existant et il faut bien s'y préparer
préparer. Par exemple, il m'est arrivé de retrouver en fait lors de ces expériences un étudiant en fait à terre, et je me dis bon, il fait peut-être un peu le gus, on est en secondaire, ça peut arriver, sauf que c'était un biais de ma part, en fait, il faisait pas du tout le gus, il avait juste eu tellement peur, il avait tellement été impressionné qu'il s'était jeté à terre en fait pour pouvoir éviter la situation de harcèlement. Il avait suffi que je tourne la tête une seule seconde ici pour que je ne me rende pas compte que ce qu'il était en train de vivre était intense, et quand je lui ai enlevé le casque, il était en train de pleurer. Et donc ça montre que même quand on y est préparé, il y a des choses en fait qui vont nous dépasser, qui peuvent arriver, et c'est perturbant, et il faut pouvoir essayer à un moment avoir la psychologie, l'attente et la pédagogie pour pouvoir en discuter avec eux. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à ces études qui sont sorties, je le ressens moins en réalité virtuelle que par rapport à d'autres simulations avec des vrais patients, avec des acteurs ou avec des mannequins haute fidélité. Je le ressens moins parce que voilà, on a des étudiants de 20 à plus âgés, et donc ils considèrent un peu cette séquence de simulation un peu comme un jeu, quoi. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus positif, parce qu'ici on est allé un peu gratter sur des effets délétères finalement à ce type de pratique, il y a des effets aussi positifs comme les effets au niveau du relationnel, socio-relationnel entre eux. Ce qui moi m'a surtout étonnée, c'est on a l'image de la simulation comme étant en fait un moment très individualisé où l'étudiant est tout seul dans une situation, boum, il enlève son casque et voilà. Alors qu'on se rend compte que ici dans les dernières études, il y a des effets socio-relationnels qui sont très positifs, notamment pour rentrer en relation avec les autres. En fait, si je comprends bien avec ce que vous expliquez, c'est ce débriefing post-activité qui permet aux étudiants, aux élèves de se rencontrer, d'en discuter, de débriefer tous ensemble. Moi, je pense même que ça commence déjà avant l'activité. Avant l'activité, avant d'entrer en classe, je les vois, ils se disent hey, aujourd'hui c'est activité en réalité virtuelle. Ils en discutent entre eux, ils en discutent même ici d'élèves de classe à classe. Donc là, il y a déjà un contact qui se crée. Ensuite, pendant l'activité, on n'a pas un casque par élève. Ça, ce serait à mon avis peut-être illusoire. Je vois même pas si finalement ici si je le conseillerais. Donc nous, par exemple, dans mon école, on en a 10, ce qui est déjà très bien pour 25 élèves. Donc dans le meilleur des cas, ils vont peut-être se partager le casque à 1 pour 3. Mais au moment où ils se partagent le casque, ils vont tous en fait communiquer les uns avec les autres pour se donner des indications, pour se dire ici comment finalement observer les choses, quelle est la consigne finalement et l'objectif à remplir. Une fois que le contenu a été consulté, en discuter pour pouvoir compléter la fiche d'activité. Et évidemment, après, sous une autre forme, pouvoir discuter ensemble et faire une correction en grand groupe au tableau où il y en a un qui va porter un casque, les autres vont lui dire où est-ce qu'il faut regarder. L'enseignant parfois est un peu en retrait et c'est déjà là finalement que toutes ces compétences sociales en fait s'exercent. Donc effectivement, il faut sortir, je pense, du cliché où quand on a un casque, on est enfermé avec la bonne méthodologie. Ça, moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Je dirais que c'est vraiment l'ensemble de la structure de la simulation qui va faire que l'étudiant va se sentir bien. Et par rapport à la réflexion que tu as dit, c'est vrai que nous, au début, on faisait une séance pour 12 apprenants. Et puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop, justement, pour la qualité de la simulation et surtout la qualité du débriefing. C'est vraiment lors du débriefing que l'on apprend le mieux, avec des techniques de débriefing bien précises. Et donc maintenant, on essaie de réduire le nombre d'apprenants, ce qui est très compliqué dans la gestion des horaires, bien entendu. Mais maintenant, on essaye de ne pas dépasser 8 étudiants pour 2 facilitateurs. Oui, il y a un encadrement là qui est très serré. Oui. Pour vraiment avoir ces avantages, comme tu le disais, quoi. Et c'est vrai que là, tu mets aussi le doigt sur un truc qui est ultra important, c'est que le petit, peut-être, côté compliqué, ça demande une mise en place et une organisation qui est claire et plus importante. Si on prend aussi le cas du secondaire, si tu n'as pas de local, si tu dois mettre tout ton matériel en réalité virtuelle en place, bah déjà t'oublies, ou bien tu dois demander un changement de local, tu dois demander une adaptation. Si tu n'as que 50 minutes et qu'après les élèves partent, bah tu dois avoir déjà mis le matériel en place juste avant. Et donc, il va falloir, en fait, mais au point de vue méthodologique, que l'enseignant soit bien préparé et que finalement les conditions soient optimales, parce que ce qu'on veut, tu l'as dit aussi tantôt, c'est que l'objectif soit atteint correctement. Ça donne vraiment envie, à vous entendre, de s'essayer. Peu importe la matière, la discipline dans laquelle on enseigne, ça donne envie, tu vois, de développer une pratique en simulation. Est-ce qu'on peut remplacer des formes d'enseignement traditionnelles par la simulation? Est-ce que ça vient remplacer? Est-ce que ça vient s'ajouter? C'est quoi votre avis là-dessus?
C'est une bonne question. Moi, je pense que ça doit être complémentaire à tout ce qu'on propose à nos étudiants. Dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de la santé, on ne peut pas passer à côté de transmission de savoir où je peux aussi transmettre la passion du métier. La simulation, je pense que c'est une continuité, ça s'intègre dans un processus pédagogique. Ça doit se voir avec une certaine réflexion sur les 4 années. C'est pas uniquement en 4e qu'on fait de la simulation. Donc il faut avoir une cohérence pédagogique sur les 4 années. Remplacer totalement, oui. Je ne pense pas. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est complémentaire. Pour moi, ça ne va pas venir se substituer à un enseignement traditionnel. Ça va même finalement le supporter. Par exemple, quand je faisais mes premières activités en réalité virtuelle, il y avait toujours un atlas, il y avait toujours une fiche d'activité en fait avec des documents traditionnels, mais si on n'avait pas utilisé l'atlas et les documents traditionnels, on n'allait pas comprendre en fait l'expérience en réalité virtuelle qu'on fait. Pareil en fait pour les dernières activités en fait en géographie, on consulte d'abord les documents pour comprendre par exemple la différence entre tornade et ouragan. On va le confirmer quand on va être dans l'expérience pour pouvoir en fait lier les informations qu'on a récoltées de manière traditionnelle à l'expérience qu'on va vivre. L'inverse aussi. En sciences sociales, on va vivre une expérience qui vont venir apporter un côté humain et une émotion à parfois des statistiques qui sont, on va dire entre guillemets, désolé pour les profs de maths qui nous écoutent, mais un petit peu plus froides. Et donc là, on a vraiment cette complémentarité qui va venir apporter quelque chose qu'on va ressentir pour fixer l'apprentissage. Merci Blaise, merci Laurent pour la pertinence de vos interventions. C'était ultra riche de passer du pratico-pratique, vos expériences de terrain, et puis de vous confronter un petit peu à des études, à des résultats de recherche. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Formanam de nous avoir mis à disposition aujourd'hui un studio. Formanam qui nous suit depuis le début des capsules pour la production, c'est-à-dire ils sont là pour nous aider dans le tournage, dans le montage et puis dans la visibilité de notre travail. On se retrouvera bientôt pour une prochaine capsule où on parlera du développement durable dans l'enseignement. À très vite.